Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Le Débrief pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. Et en parlant du continent, pour cette première partie, nous allons faire un focus sur la Gambie. Après plusieurs mois d'enquête, un rapport incrimine l'ancien président Yahya Jammeh en exil en Guinée équatoriale. Mais qu'en est-il réellement? Allons-nous vraiment aller au bout de ce procès? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, nous allons faire un focus également sur le Soudan. Ils sont au total 125 prisonniers politiques ont été libérés. Allons-nous à travers cette initiative vers une accalmie, un retour de la paix au Soudan? On en parle dans le débrief avec mes invités du jour. Abdou Karim Diakhaté, journaliste, analyste politique. Vous êtes également le directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci d'avoir répondu à l'invitation de débrief. Merci Régis. Nous avons également le plaisir de recevoir Amadou Barry, journaliste. Vous avez longtemps travaillé en Gambie. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau du débrief. Merci, le plaisir est partagé. La Gambie, aujourd'hui, tous les regards sont un peu braqués sur ce pays avec ce rapport. 3 mois après, le rapport réalisé en tout cas par la commission Vérité et Réconciliation en Gambie, ce rapport incrimine l'ancien président Yahya Jammeh en exil en Guinée équatoriale. Évidemment qu'après cette enquête réalisée, le président Adama Barrow ne s'est pas tout de suite prononcé là-dessus, mais aujourd'hui, il a un petit peu revenu et a donné, entre guillemets, son feu vert pour lancer une procédure judiciaire. Mon cher Karim, pourquoi ce retard? Pourquoi le président Barrow a-t-il mis autant de temps avant de se prononcer sur ce rapport? Merci Régis. En fait, il n'y a pas eu de retard à l'allumage. En réalité, quand la commission Vérité, Réconciliation et Réparation avait produit ce rapport, le gouvernement gambien s'était donné un délai pour se prononcer par rapport effectivement à l'ouverture d'un procès contre donc Yahya Jammeh et donc les anciens tenants du régime. Bon, il s'est trouvé qu'ils avaient effectivement donné la date du 25 mai et effectivement à cette date-là, le gouvernement gambien s'est engagé à aller dans le sens effectivement d'ouvrir ce procès qui serait un procès qu'il voudrait international, du genre du procès qui s'est tenu à Dakar pour l'ancien président tchadien Hissène Habré. Et cela entre également dans le cadre d'une demande forte qui avait été faite par les victimes déjà, les familles des victimes, et également par les associations et organisations des droits de l'homme. Oui, qui ont marché justement Bien pour sûr. demander, mettre un peu la pression au président Barrow pour qu'il se prononce très tôt. Et de ce point de vue-là, on a vu le travail remarquable fait par l'ONG Human Rights Watch, dirigé par Reid Brody, qui a effectivement aidé les familles des victimes à aller dans le sens d'une ouverture de ce procès-là. Et on espère qu'avec les engagements, donc, disons, du gouvernement gambien, on va aller très vite vers quand même la convocation des présumés coupables donc des actes qui ont été commis durant les 22 ans de règne du président Jammeh. Et on verra ce qu'il en sera. On verra ce qu'il en sera, mon cher Barry. Évidemment qu'il y a eu un rapprochement lors de la dernière élection présidentielle en Gambie, un rapprochement entre le président Barrow et Yahya Jammeh, parce que n'oublions pas que après évidemment la première victoire du président Barrow, on a senti un peu le président s'isoler politiquement parce qu'il a été un peu lâché. Il y a eu la création de son parti politique. Est-ce que ce rapprochement, ce nouveau rapprochement entre Barrow et Yahya Jammeh on va, entre guillemets, faciliter l'ouverture de ce procès ou bien tout simplement retarder? Est-ce qu'on va vraiment aller au bout de ce procès? Bon, pour l'instant, comme l'a dit mon cher confrère, le gouvernement quasiment n'avait pas le choix. Il ne fallait pas dérober, il faut marquer les esprits. Parce que, comme vous l'avez dit, aidés par les organisations internationales, les victimes aujourd'hui mettaient beaucoup de pression sur le gouvernement. Et ne l'oublions pas, le gouvernement avait 6 mois pour produire ce qu'on appelle le livre blanc, le white paper, parce que la commission a produit un rapport de 16 volumes. Exactement. 14 000 pages, vous imaginez. Donc c'est beaucoup de choses, c'est un travail colossal qui a été fait au bout de 2 ans et demi d'enquête de la commission Vérité et Réconciliation, il ne faut pas l'oublier. Elle a été mise en place en 2017, mais elle a démarré les auditions en 2019, janvier 2019. Alors, le gouvernement aujourd'hui était attendu sur ce point-là. Oui. Quant au rapprochement entre le deux
les deux présidents. Ouais. Il faut dire que Yaya Jammeh vit en exil aujourd'hui en Guinée équatoriale depuis sa chute en 2017. Maintenant, il y a eu un rapprochement, mais éphémère. Ouais. Ce rapprochement avait fait couler beaucoup d'encre de salive en Gambie. Et c'est toujours le cas parce que beaucoup de Gambiens sont un peu sceptiques à l'idée de voir ce procès s'ouvrir. Parce que quand on voit le rapprochement entre les deux aussi... Pour ce rapprochement, c'était juste une tentative, ça n'a pas marché. Elle fut éphémère. Le président Yaya Jammeh, toujours égal à lui-même, s'est ravissé quelques semaines plus tard, a fait une sortie tonitruante, appelant même ses partisans dans une adresse téléguidée. Il a fustigé ce rapprochement-là. Alors, c'était... Et qui a conduit, on va dire... parce que son parti aujourd'hui est un peu divisé. Par la suite, il a adoubé un autre candidat qui était même un transfuge de son parti, qui s'appelle Mama Kandé. Il a adoubé, il a soutenu à la présidentielle de décembre dernier. Alors, celui-ci est arrivé 3e. Aujourd'hui, son parti est très divisé et affaibli. Il y en a ceux qui étaient à l'exécutif du parti, dont le président par intérim, Fabakary Tombong Jatta, a rejoint le camp présidentiel. Aujourd'hui, il a été nommé au perchoir à l'Assemblée nationale gambienne. Mais celui-ci, d'après nos informations, il a rompu avec Jammeh parce que Jammeh le perçoit, lui avec son clan, comme des félons, des traîtres qui ont trahi son parti, qui ont trahi aujourd'hui. Maintenant, les derniers fidèles du parti sont allés même aux dernières législatives organisées au mois d'avril dernier. Ils ont gagné 5 sièges. Et tous ces sièges-là, figurez-vous, ils sont du fief de Jammeh, dans la région de Kanila et de Fogny. Alors, tous sont partis sous la bannière de candidature indépendante. Ils ont gagné contre toute attente, contre les autres qui sont avec le président Adama Barrow. Alors, c'est un peu compliqué pour un non-initié pour expliquer. La vie politique gambienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a aucun rabibochage entre les deux. Il n'y a aucune réconciliation. Ils ne se parlent pas. Officiellement, il n'y a rien il y a aucun lien entre eux. Récemment, le président Barrow s'est rendu, par exemple, en Guinée équatoriale durant le sommet de l'Union africaine. Voilà, quoi. De façon symbolique, s'il y avait quand même ce rapprochement-là, on aurait peut-être pensé qu'il allait le rendre visite parce qu'il faut le rappeler, Jammeh vit en exil depuis 6 ans en Guinée équatoriale. Et en parlant justement de la Guinée équatoriale, mon cher Karim, alors entre la Gambie et la Guinée équatoriale, il n'y a aucun accord sur l'extradition de Yaya Jammeh. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cet accord qui n'existe pas entre les deux pays, est-ce que la portée symbolique de ce procès, parce que Barrow veut un procès à une dimension internationale, vous l'avez souligné, est-ce que le fait que Yaya Jammeh ne soit pas extradé ne vient pas un peu réduire la dimension internationale de ce procès? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas effectivement d'accord d'extradition entre la Gambie et la Guinée équatoriale, mais bon, ce sera un peu comme pour le procès du président Blaise Compaoré et du président burkinabé Blaise Compaoré qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Il sera certainement jugé par contumace, mais en fait, au-delà de l'aspect symbolique, il y a surtout que le gouvernement gambien veut quand même marquer le coup. Vous savez qu'il y a eu même des suspicions, disons de mollesse de la part du pouvoir gambien par rapport un peu à ce procès. Les gens pensaient que Adama Barrow n'allait pas, sauter le pas. Ouais, parce qu'il était très attendu également sur ce dossier-là. C'est parce que justement la commission vérité, réconciliation et réparation avait quand même documenté, Amadou l'a dit tout à l'heure, un rapport avec tout ce qu'il y a comme faits accablants contre l'ancien régime, des faits, disons, qui tout au long des 22 ans de règne de Yaya Jammeh ont pu avoir un impact très négatif sur la vie en Gambie. On a vu l'exemple du journaliste Daïda Aïdara qui a été assassiné en 2004 et dont justement le procès d'un des exécutants s'est tenu récemment en Allemagne, a démarré, donc avec Baïlou. Et d'ailleurs son fils a fait une sortie dans la presse où il a salué, effectivement, il a salué tout ça pour dire l'initiative. Qu'au-delà de cet aspect symbolique, il y a effectivement un fait qui marquera en tout cas les esprits. Ce ne sera pas la première fois qu'un chef d'État africain sera
juger de cette façon-là, mais il est évident que pour les Gambiens, pour surtout les familles des victimes, il faudra quand même qu'on puisse sortir de ce mauvais pas. Tenez-vous, on a parlé de 70 personnes qui seraient un peu, disons, incriminées. Voilà, c'est Sherpa, tous ses proches, collaborateurs. Mais il y a également au niveau de l'administration, de la haute administration gambienne, des gens qui pourraient être poursuivis demain. On a même parlé éventuellement de les licencier au cas où leur présentation devant un tribunal devrait se faire. Donc tout ça pour vous dire que ce procès-là va marquer, disons, la vie société gambienne, parce qu'il y a des exécutants qui sont encore aux affaires, et cela va véritablement amener, disons, au niveau de la Gambie, une rupture fondamentale. Les victimes, les familles des victimes donc vont savoir que justice sera faite, espérons-le, mais de l'autre côté également, le gouvernement pourra effectivement brandir, disons, quelque part, disons, une preuve de sa bonne volonté, de sa bonne foi par rapport en tout cas à ce procès qui a été longtemps demandé et qui certainement devra se tenir dans un pays d'Afrique de l'Ouest, on l'a dit, parce qu'on a parlé d'un pays qui pourrait, tiers, donc en dehors de la Gambie, qui pourrait donc organiser ce procès-là. Attendons de voir ce qu'il en sera très rapidement. Mais déjà, je pense que le gouvernement Adama Barrow a marqué un pas, un point important. Et cela va certainement donc donner, en tout cas à la Gambie, une nouvelle image au niveau de la scène internationale. Et d'ailleurs, en parlant de ça, l'association des victimes a réagi et a félicité le président Barrow pour l'initiative qui a été prise. Ils invitent également, en tout cas ces associations-là, elles invitent la communauté internationale a joué un rôle très important dans le déroulement et l'organisation de ce procès. Quel pourrait être le rôle justement de cette communauté internationale? Oui, elle doit être déterminante parce que dites-vous que la Gambie, c'est 2 millions d'habitants. C'est pas un grand pays non plus économiquement, il ne pèse pas trop. Et puis, ces dernières années, le pays connaît quand même quelques difficultés économiques. Il y a eu le Covid-19, il y a avant ça, à l'arrivée au pouvoir de Barrow, les caisses, on disait qu'elles étaient vides. Et aujourd'hui, la Gambie ne se porte pas mieux économiquement. Pour organiser un tel procès, ça coûte de l'argent. C'était la question, c'était de savoir est-ce que la Gambie a les moyens de sa politique. Exactement, parce que dites-vous, on parle beaucoup de ça. Il y a eu des jongleurs, par exemple. Le cas de jongleur est un cas vraiment patent pour dire à combien aujourd'hui la Gambie aura des difficultés pour organiser, pour juger toutes ces personnes incriminées, parce qu'il y a vous avez dit, 70 personnes les plus proches, mais dont on dit Yaya Jammeh a été quand même la tête de file et tout ça. Aujourd'hui, les jongleurs, on rappelle, c'était les exécutants de basses œuvres sous Jammeh. C'était eux qui exécutaient toutes ces personnes-là dont on a parlé. Vous avez parlé de Deida Aidara tout à l'heure. Il y en a eu d'autres qui sont les plus emblématiques. Alors, tous ces gens-là, on narrait leurs crimes devant la commission, au vu aussi de tout le monde. Aujourd'hui, ils étaient emprisonnés depuis la chute de Jammeh. Mais en 2019, après 2 ans et demi en prison, en détention provisoire, qui est quand même, c'était de façon illégale, le gouvernement a été contraint de les libérer sous caution, sous surveillance. Parmi eux, j'en ai rencontré un, il s'appelle Omar Diallo. Lui, il a avoué, comme le Bailo dont on a parlé, dont le procès a démarré en Allemagne, il a avoué avoir participé à plusieurs crimes. Je l'ai même interrogé. Il ne se rappelle pas le nombre de personnes qu'il a tuées, mais au moins une 50aine, m'a-t-il dit. Il a participé. On est partis ensemble sur les traces de Jammeh à Kanilai l'année dernière, en 2021. Il y a un puits qui faisait parler beaucoup de lui, où on dit qu'on jetait les gens. On était ensemble avec lui pour voir la sépulture quand même de nombreuses personnes enterrées là-bas. Il a avoué, aujourd'hui celui-là est libre. Il vit sous une liberté provisoire. L'année dernière même, on a eu, dans le cadre de notre travail, je l'ai rencontré. Tous ces gens-là aujourd'hui vivent
en liberté. Vous imaginez, après avoir commis tant de crimes, la Gambie n'est pas en mesure de les juger aujourd'hui parce qu'il y a d'autres priorités. Et c'est là où la communauté internationale doit réagir selon vous? Exactement. Ouais. Outre cette question, cette quête de justice, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la Commission a recommandé qu'on indemnise beaucoup de personnes. Les fils de victimes, les proches, etc. Le gouvernement doit les subventionner. Non, le président Barrow a dit qu'il est à l'aise avec, il est à l'aise, mais donc, concrètement, comment le faire? Parce que jusque-là, on a vu de compensations qui étaient quand même perçues comme dérisoires par beaucoup de victimes. J'en ai rencontré un. Et lui, il a perdu la motricité de ses jambes en l'an 2000. Il y a eu un massacre estudiantin en l'an 2000. Il a perdu, aujourd'hui, il se déplace sous une fauteuil roulant, etc. Ce jeune-là, aujourd'hui, on l'a compensé à hauteur d'une somme dérisoire. Je ne peux pas le dire peut-être, mais moins de 200 000 francs CFA. Vous imaginez pour le tort qu'il a subi et tout ça. Alors, c'est une question pour moi qui ne peut pas être réglée tout de suite. Il faut y aller pas à pas. Vous l'avez souligné, il y a la question, il faut d'abord juger, pour moi, allez-y, il faut y aller pas à pas. Il faut d'abord juger peut-être les strapontins, les personnes qui ont joué peut-être le second rôle, avant de s'attaquer peut-être aux gros poissons. Et aujourd'hui, un obstacle de taille est en place. C'est comment peut-être extrader Yaya Jammeh. Vous voyez. Bon, après, Karim, justement, Amadou, je viens à toi. Karim, parce que là, on l'a souligné d'entrée de cette émission, en parlant justement de l'extradition de Yaya Jammeh. Après, évidemment que si la Gambie calque un peu le procès de Blaise Compaoré, oui, mais il y a toujours le côté symbolique. Je pense que pour la symbolique, ce serait bien pour les Gambiens, pour les parents des victimes, d'assister déjà à ce procès en Gambie. Mais aujourd'hui, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut aller vers la Guinée équatoriale pour justement mettre en place cet accord d'extradition? Je ne le pense pas. Vous savez, il n'est pas facile quand même pour des pays, en tout cas signataires d'un certain nombre de conventions et de règles, disons au plan international, faire aller, disons, dans un sens contraire. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, prendre l'existant et faire avec. En réalité, c'est vrai qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre les deux pays, mais il est fort possible effectivement de faire le jugement par contumace et de faire tout ce qu'il faut pour véritablement, à un moment donné, éventuellement l'avoir, si cela est possible. Parce que, bon, rien n'est définitif, si vous voulez. Même au niveau de la Cour pénale internationale, il y a des difficultés souvent pour pouvoir juger quelqu'un. On a vu, on en parlera certainement le cas de Béchir au Soudan, avec tout ce qu'il y a. Mais bon. Karim, mais là aussi, on doit vous interrompre, mon cher Karim, parce que ce que vous venez de dire, c'est assez intéressant, c'est pertinent, en parlant de la CPI, parce que d'autres associations des victimes, la société civile également, s'inquiètent sur, on va dire, les membres en tout cas de cette cour, la composition des membres de cette cour qui vont juger le chef d'État Jammeh. Ils sont beaucoup plus inquiets sur la compétence. Est-ce que là aussi, comment ça va se passer? Parce qu'ils estiment qu'avec la CPI, il y a plus de garanties et que la composition d'une cour pour juger l'ancien président, en tout cas les membres, inquiètent un petit peu. C'est vrai, on peut effectivement émettre des doutes, des réserves par rapport effectivement à la composition de la Cour. On ne peut pas, disons, parler de tous les griefs énoncés contre la Cour pénale internationale. Personnellement même, j'ai eu à, disons, dire que c'était une Cour qui ne s'en prenait qu'aux Africains et que très souvent également... Elle traîne cette réputation. Malheureusement. Et puis le procès de l'ancien président Hissène Habré s'est plutôt bien passé. Voilà, très bien. Et je pense qu'il faudrait... Ça peut faire office de jurisprudence, en tout cas, pour rassurer au moins... Bien sûr, il faudrait quand même prendre l'exemple des cours africaines qui ont jugé le président Hissène Habré et déplorer le fait qu'on a parlé des réparation, on a parlé un peu des indemnisations, on a vu qu'avec les victimes au Tchad, beaucoup s'étaient plaints que justement les réparations n'étaient pas encore, disons les indemnisations n'étaient pas, disons, suivies d'effet. Ce qu'il faut regretter, pour le cas d'Hissène Habré, il y avait un fonds fiduciaire qui avait été mis en place avec, disons, quelque chose que l'Union africaine avait mis de côté, et également l'ONU, je crois. Mais pour le cas, par exemple, de la Gambie, qui n'a pas les moyens, effectivement,
de juger et d'indemniser également, je pense qu'il faudrait avoir recours pratiquement aux mêmes pratiques en essayant de faire en sorte que cela soit opérationnel. Ouais. Comment, comme le gouvernement gambien veut le faire le procès dans un pays tiers et également demander à la communauté internationale de participer, en tout cas à l'effort de guerre, entre guillemets, de participer un peu à l'indemnisation des victimes et faire en sorte que véritablement, au sortir de ce procès-là, qu'il n'y ait pas un sentiment de vide, quoi. Il ne faudrait pas qu'après, les gens puissent se dire que finalement, tout ça pour ça. Voilà. Là-dessus, par exemple, en 2005, on le rappelle, il y a eu un massacre de migrants ouest-africains en Gambie. Absolument. On en a tué, selon les conclusions de cette commission, plus de 80 personnes. On les a confondus avec des mercenaires, parce qu'à l'époque, on était en juillet 2015. On célébrait quand même, c'est pas le 10e ou le 14e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de 2005, on était en 2005, les 11 ans, je pense, 11 ans de l'arrivée au pouvoir de Jammeh. Il y a eu des rumeurs folles qui ont couru et qui ont dit que voilà, il y a des mercenaires qui viennent le renverser. Alors, par accident de l'histoire, ces personnes-là sont tombées au mauvais moment, au mauvais endroit. Ils étaient des passagers en Gambie. Alors, on les a pris pour des mercenaires. On les a tous exécutés sommairement. Il y a eu deux ou une seule personne ghanéenne qui a survécu, qui a témoigné devant cette commission. Tous les autres ont été zigouillés, vous m'excusez du terme. Et aujourd'hui, le Ghana en a perdu 44 citoyens. Le Ghana aujourd'hui peut constituer, par exemple, dans cette quête de justice pour internationaliser quand même ce procès. Pourquoi pas le juger au nom de ces victimes-là au Ghana ou bien au Sénégal. Le Sénégal a deux ou trois principaux atouts. C'est que, vous l'avez dit, il y a une jurisprudence. Hissène-Habré a été jugé ici, il y a les infrastructures, il y a tout ça. Deuxièmement, c'est proche de la Gambie. Parce que, disons-le, aujourd'hui, ça fait 6 ans ou 7 ans depuis le départ de Yahya Jammeh en Gambie, mais il a toujours des proches là-bas. Même dans l'armée, le président Adama Barrow n'a toujours pas confiance à son armée. Ouais. Dites-vous que, figurez-vous, son armée, son entourage le plus proche aujourd'hui est géré par le GIGN, la sécurité sénégalaise. Ça en dit long quand même sur la sécurité. Oui. Est-ce que ce procès aussi, c'est quelque part une victoire aussi justement pour Barrow? Dans le sens où c'est vrai on a l'impression que le président Barrow, vous l'avez souligné, a encore un peu les mains liées en ce qui concerne. Est-ce que quelque part aussi le fait de faire en sorte que ce procès se déroule dans des bonnes conditions, c'est quelque part aussi un moyen pour le président Barrow de se détacher de ses chaînes, j'ai envie de dire? Oui, bien sûr, ce serait symbolique et puis ce serait aussi, vous avez dit, c'est un desiderata de victimes parce qu'aujourd'hui les victimes, ils sont de milliers. Ils ont formé une association en Gambie. Ces victimes-là sont aidées par les organisations, vous avez cité tout de suite Reed Brody, Amnesty International, et Human Rights Watch. Ouais. Ils sont aidés par ces gens-là, mais elles font face à d'énormes défis, hein, comme vous l'avez dit, parce que parmi eux, il y a eu des malades qui sont... Il y a des gens qui doivent être soignés. Un suivi psychologique. Exactement. Mais là-dessus, je pense que le gouvernement, vous avez dit, parlant de ses moyens, le gouvernement peut-être a coupé un peu la poire en deux, a confisqué certains biens et avoirs de Jammeh. Oui. Par exemple, en quittant le pouvoir, Jammeh avait laissé derrière lui un cheptel. Il avait des chèvres, des moutons et tout ça. Ils avaient des biens. Selon même les conclusions de cette commission, Jammeh avait une centaine de propriétés à Banjul. Donc toutes ces propriétés-là ont été expropriées par le gouvernement, compenser un peu les victimes. Vous comprenez? Maintenant, pour la question de justice, je pense qu'aujourd'hui, même un éventuel retour, un éventuel procès au Sénégal peut constituer une menace parce que dites-vous que Yahya Jammeh, son village natal c'est Kanilai. Kanilai c'est à cheval de la frontière sénégalaise. Donc il a toujours ces éléments. On dit aussi qu'il avait des acquaintances avec la rébellion, le MFDC et tout cela. Et il a toujours des fidèles en Gambie. Et c'est en fait donc, comme on dit en Gambie. Dans l'armée, on dit toujours qu'il a ses fidèles. D'où je vous ai dit, 6 ans après son arrivée au pouvoir, aujourd'hui le président Adama Barrow, ne l'oublions pas, il y a un contingent ouest-africain là-bas, CEDEAO composé de soldats sénégalais, ghanéens et nigérians. Et outre cela,
la sécurité présidentielle est assurée, comme je l'ai dit, par la gendarmerie sénégalaise. Ouais, donc, ça que le président a un peu sur quand même voilà, l'héritage de Diamé. Ouais. Et une dictature, 22 ans, ça ne peut pas être changé en un moment. On lui reproche aussi d'avoir toujours à ses côtés, dans l'administration, par exemple, le ministre de l'Intérieur sortant qui a été remercié récemment, il s'appelle Sonko, Yankuba Sonko. Il était le dernier ministre de l'Intérieur de Diamé. On va peut-être revenir sur ce point, Barry. Karim, alors c'est vrai, dans le rapport aussi, la société civile a vraiment été très active. Hein. Ils ont tenu à ce qu'on aille au bout de ce procès. Ils demandent quand même au gouvernement de prendre du temps, de ne pas précipiter les choses, parce qu'ils aimeraient effectivement, comme vous l'avez souligné, que ce procès se déroule dans des bonnes mesures, dans des bonnes conditions. Prendre son temps, c'est l'une des solutions majeures également pour le bon déroulement de ce procès? Je le crois effectivement, parce que d'ailleurs Amadou l'a rappelé tout de suite, il y a encore des accointances entre l'ancien régime et l'actuelle administration à Banjul. Parce qu'effectivement, Yaya Jammeh bénéficie encore de soutien. Et d'ailleurs, certains Gambiens, certains membres de la société civile n'ont pas compris qu'il y ait encore des affidés de Yaya Jammeh, ou bien en tout cas des proches de Yaya Jammeh qui soient promus à des postes importants. Il n'y a pas longtemps, le président de l'Assemblée nationale, Fabakary Tombong Diatta, quand il a été porté à la tête de l'Assemblée nationale, beaucoup de gens n'ont pas compris, en pensant que le président Adama Barrow donc, avait quelque peu flétri un peu ce qu'il pensait de ce qu'ils appelaient la rupture en fait. Voilà, donc pour dire que Yaya Jammeh a encore des gens qui comptent sur lui et qui pensent même à un éventuel retour. Parce qu'en Gambie, on dit qu'en fait, Yaya Jammeh est parti sans être parti parce qu'il est toujours là, évidemment. Et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie du débrief. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent parler de la situation au Soudan. Ils sont au total 125 détenus politiques qui ont été libérés. Mon cher Barry, quelle analyse faites-vous de cette libération de ces détenus politiques qui, au passage, à la quasi-totalité, représentent un peu le fer de lance de ces manifestations contre le pouvoir organisées dans le pays? Oui, c'est un geste d'apaisement, c'est un geste de décrispation et puis qui répond quand même à une pression de la communauté internationale dont dépend aussi ce pays-là. Je pense que ça participe quand même au jeu de dupes de cette junte qui est au pouvoir depuis 2019 après la chute de El-Béchir. Maintenant, par rapport à l'enjeu qui est le retour à l'ordre constitutionnel, par rapport aux événements, quand même depuis 2019, beaucoup d'eau a coulé quand même sous le pont du fleuve Nil qui passe à Khartoum. Je pense que c'est important, il faut le saluer, ce geste-là, maintenant il est insuffisant. Il ne faut pas qu'on se trompe aussi. Mais insuffisant, que faut-il faire du coup pour assurer si c'est il faut y aller plus loin et continuer la pression. La communauté internationale, pousser cette junte-là à quand même publier une transition. Une feuille de route surtout, elle est très claire, et puis inclusive, et puis participer quand même à la transparence pour un retour le plus rapidement possible à l'ordre constitutionnel, parce qu'il ne faut pas l'oublier, au Soudan, l'armée est très puissante comme en Égypte. L'armée est très puissante. On parle aussi, Karim, on parle de cette libération, c'est vrai, mais elle a été rendue possible aussi grâce à une diplomatie religieuse. Il y a eu beaucoup, en tout cas, de diplomatie religieuse sur ce processus de libération. Qu'en est-il, mon cher Karim, cette puissance, cette religion, cette diplomatie religieuse? Absolument. Bon, il faudrait d'abord commencer par dire que le geste d'apaisement posé par les militaires, par la junte, répond à un souci de se conformer un peu aux engagements plus ou moins tenus, disons, au niveau avec la communauté internationale. Il faut dire que depuis le départ de la mission des Nations Unies, de la mission de l'opération hybride de la mission des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, pour parler de cette région, je vais y revenir, il y a de fait une mission intégrée des Nations Unies
pour l'assistance à la transition au Soudan, Exactement. la MINUATS qui a été mise en place. Mais on se rend compte que les actes posés sont lents par rapport en tout cas aux besoins sur le terrain, parce qu'on se rend compte qu'effectivement la junte ne peut pas déjà faire les réformes annoncées et aussi aller dans le sens d'une sécurisation du pays. Et pour revenir au Darfour, vous avez parlé de diplomatie religieuse, il faut se féliciter de certaines actions qui ont commencé à produire leurs effets. Oui. C'est le cas de parler de la récente visite du calife de la Faïda, en tout cas au Sénégal, Tidjania, Mohamedoul Mahi Niasse, qui s'est rendu là-bas et qui a pu obtenir l'accord d'une 50aine de tribus au niveau du Darfour pour quand même arriver à une paix, disons, qui peut en tout cas entraîner une dynamique d'ensemble. Cela, il faut s'en réjouir, d'autant plus que la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine n'ont pas pu faire mieux. Exactement. Et cela doit être... Et on a aussi peu de temps, parce que... Mais bien sûr. En 2 semaines. En 2 semaines, quasiment. Parce que si on voit déjà le Darfour c'est à peu près la superficie de la France, même un peu plus de 500 000 km², 5 États où règnent depuis 2003 des conflits intercommunautaires. On parle des Janjaouites, les milices arabes, les Massalites également, les tribus noires également qui se regardent en chien de faïence, et des guerres qui ont fait, certains parlent de près de plus d'en tout cas 20 000 morts, en tout cas pour ce qu'on sait. 400 000 morts. Certains parlent de 400 000 morts, mais pour ces 2 dernières années, on a parlé de presque une dizaine. Et c'est une guerre un peu oubliée, quasiment. Une guerre presque oubliée, une guerre, disons... En 4 murs. Entre 4 murs, si vous voulez. Et cela a été, disons, amplifié par le fait que les Nations Unies se sont plus ou moins désengagées avec la MINUAD, donc, qui a fini ses opérations. On a parlé tout à l'heure de l'Union africaine également qui n'a pas pu faire mieux. Et cela a un impact extraordinaire au niveau de la sous-région. On a pu voir les problèmes au Tchad, en Centrafrique. Et en Éthiopie. Parce qu'au niveau des régions éthiopiennes, justement, des États du Tigré et de l'Amhara, où il y a beaucoup de déplacés qui sont venus au Soudan, cela a amené une situation intenable. Et au Darfour, il y a pratiquement 3 millions de déplacés, parmi lesquels 80% sont quand même des gens qui étaient entre, disons, 4 murs, comme Amadou l'a dit tout à l'heure, et qui se menait une guerre, une fratricide, une guerre pour la c'est une guerre pour la terre, pour les terres arables, l'accès aux ressources, l'accès à l'eau. Et cela a été rendu difficile également par le fait que malheureusement, la junte au pouvoir, en tout cas certains militaires, n'ont pas aidé, parce que beaucoup de milices janjaouites ont été appuyées par des chefs militaires de Khartoum. Et cela a amené une situation, disons, de fait difficile, qui a, disons, plus ou moins amoindri toutes les chances de réussite des différentes tractations. Et cela, donc, relève véritablement ce qui a été accompli, l'acte vraiment héroïque, accompli par Mahi Niasse, dont il faut se réjouir et qu'il faut vraiment saluer, parce que cela a réussi quand même à contribuer à apaiser un peu les tensions et faire en sorte qu'il y ait en tout cas un dialogue inclusif auquel tout le monde appelle. Et en parlant de ce dialogue, mon cher Barry, c'est vrai que la junte au pouvoir est plutôt flexible sur ce principe-là de dialoguer, de discuter, mais en fait on a l'impression qu'il y a un double discours de cette junte au pouvoir, parce qu'elle dit être prête à dialoguer, mais derrière elle demande beaucoup de temps pour rédiger un peu voilà, cette charge, cette feuille de route. On a l'impression qu'ils veulent dialoguer, mais qu'ils veulent toujours rester au pouvoir. Comment analysez-vous ce double discours de cette junte au pouvoir? Pour moi, les intentions sont inavouées, et le maréchal qui est à la tête du Soudan, quand même, on l'a vu, quand même, les atermoiements, le double langage, comme vous avez dit. Je pense qu'il faut continuer la pression et la dynamique engrangée, comme l'a dit par le khalife général de la Faïda Tidjania, plus connu au Sénégal sous la famille des Niassènes. Il faut saluer cette mesure, cette initiative, parce que, comme vous l'avez dit, face à l'impuissance des organisations internationales, des ONG, du gouvernement et tout ça. Et il ne faut pas l'oublier aussi, la complexité du sujet, parce que le Soudan est un État fédéral. Exactement. Il ne faut pas l'oublier. Et à Darfour, au Darfour où il s'est rendu, ce sont des États, et chaque État a ses spécificités.
Donc, je pense qu'il faut, le problème est en même temps structurel et conjoncturel. Structurel parce qu'il faut revoir tout ça. Exactement. La cohabitation, une nation, quand on forme une nation, il faut laisser à côté plusieurs particularités, plusieurs spécificités. Du coup, vous comprenez la réaction de la junte qui demande du temps pour faire sortir ce calendrier, ce chronogramme? Pour moi, ça ne se justifie pas. De toutes les façons, elle est au pouvoir depuis, on l'a dit, depuis avril 2019. Ouais. Ça fait plus de 3 ans maintenant. Et il faut intensifier la pression. Par quoi? Par les moyens. Parce que le Soudan aussi, certes, c'est un grand pays, c'est un vaste État, et qui était le plus grand État de l'Afrique, il ne faut pas l'oublier, avant que le Soudan du Sud, qu'il y ait sécession. Mais aujourd'hui, quand même, c'est un pays qui a des ressources et tout ça, mais aux ressources aussi limitées et à une démographie énorme. Donc, cet État-là a besoin de l'étranger, ne peut pas vivre en autarcie. Il faut continuer par tous les moyens. Maintenant, s'agissant de l'approche aussi des sanctions, pour moi, les sanctions comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest ici, l'Union africaine, elles ont montré leurs limites, quoi. Je pense qu'il faut essayer aussi. Elles ne sont pas assez dissuasives. La carotte et le bâton en même temps. Et puis, quand même, essayer de revenir à un État normal, à un président, revenir, comme on dit, pas comme sous la dictature quand même. Évidemment, l'objectif c'est de rendre le pouvoir au civil. Exactement. Ouais. Mais ce qui quand même est peu probable dans un futur proche, parce que comme je le dis tout de suite, au Soudan, comme dans ce pays-là, l'armée est très puissante. Ça se comprend, c'est de bonnes guerres. Ils ont goûté au pouvoir, tout ça. Ce ne serait pas facile qu'ils abandonnent comme ça. Maintenant, il faut chercher des garanties. Peut-être un partage de pouvoir. Ouais. C'est ça la solution, mon cher Karim. C'est vrai que cette junte au pouvoir, il a depuis près de 3 ans déjà. Il n'y a pas de réelle envie de céder le pouvoir à un civil, d'organiser des élections présidentielles. On sent évidemment que, comme l'a souligné mon cher Barry, que cette junte au pouvoir est partie peut-être pour rester longtemps. Comment est-ce que le partage de pouvoir, ça reste la solution par excellence, du moins l'une des solutions par excellence aujourd'hui? Vous savez, la junte soudanaise a déjà un problème à régler, parce qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Ouais. Par conséquent, il y a toujours, disons, un regard qu'on fixe, disons, proche de Béchir et donc des tenants de l'ancien régime. Et il y a également le fait que cette junte n'a pu se départir de certaines insuffisances. Il faut regretter le fait que, on a vu avec le Premier ministre qui avait été démis, et tous les atermoiements dont on en parlait, cette junte n'a pas défini effectivement une feuille de route claire. Elle n'a pas mis en œuvre les réformes dont qu'elle avait évoquées pour pouvoir avancer. Et elle n'a pas pris en charge le problème de la sécurité. Oui, parce que la vraie question, est-ce qu'elle a vraiment envie d'avancer? 3 ans, c'est largement suffisant pour mettre en place justement, parce qu'on parle de non-droit, on parle d'absence de l'État dans certaines régions du pays. On a parlé des États du Darfour. Au niveau du Darfour, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'État. D'ailleurs, c'est ça qui a contribué à la prolifération des actes de violence. C'est pour cela, justement, qu'il y a eu cette exacerbation de la violence. Il y a eu tous ces faits qu'on déplore jusqu'à présent. Maintenant, ce qu'il faudrait quand même faire, c'est comme pour notre zone CEDEAO où on est très prompt à imposer aux différentes transitions une feuille de route. Il faudrait que l'Union africaine se départisse un peu de cette nonchalance pour quand même, en tout cas, dire à la junte ce qu'il faut effectivement faire dans un délai de temps acceptable. Parce qu'il n'est pas normal également qu'au-delà des manifestations qui font des morts réprimées dans le sang, que personne ne bouge pour, disons, dire basta. Il y a un fait, c'est une junte qui n'a pas encore fini de révéler, en tout cas, son vrai visage et également tout ce qu'elle envisage pour l'avenir proche. Parce que j'ai l'impression que cette junte veut certainement faire du Béchir sans Béchir. Béchir, c'est vrai, s'est installé en 89 avec un pouvoir pratiquement dictatorial, on l'a dit. Mais avec Béchir, quand même,
le peuple soudanais avait réussi plus ou moins à contenir certains accès, disons, de fièvre. C'est vrai qu'il y avait la famine au Darfour, il y avait beaucoup de problèmes. Mais il avait réussi, en tout cas, à plus ou moins contenir certaines choses. Mais avec ces jeunes, avec tous les problèmes qui se passent, on a vu un peu la gestion même du Nil. Vous avez évoqué le fleuve Nil avec le barrage qui a été fait. On a vu que cette junte n'a pas été tellement, disons, présente pour un peu défendre les intérêts du Soudan. Ouais. Mais de l'autre côté également, la communauté internationale tarde à réagir de manière, disons, efficace. On a vu, on l'a dit, la fin de mission de la MINUAD, on a parlé de la mission hybride Nations Unies et Union africaine qui a décidé en décembre 2020 d'arrêter. À la place, on a mis en place la mission des Nations Unies, la mission intégrée pour, disent-ils, une assistance à la transition en cours, mais malheureusement, cela ne règle pas les problèmes de sécurité. Exactement. Parce que ça ne prend pas en compte la défense des civils. Oui, parce que beaucoup disent effectivement qu'en fait, ça ne règle pas le problème, ça déplace uniquement le problème et ça n'apporte pas de réelles solutions. Barry, tout à l'heure, vous avez parlé justement en ce qui concerne la situation du Soudan comme étant une guerre oubliée. C'est vraiment le cas aujourd'hui parce que quand on voit que, Karim l'a souligné également, en ce qui concerne les institutions internationales, il y a une pression. On a vu le cas avec le Mali, avec la Guinée, où on demande tout de suite une feuille de route. Mais pour ce qui concerne le Soudan, il y a eu 3 ans quand même où on a l'impression que c'était la CEDEAO n'avait pas, enfin, les institutions internationales n'ont pas vraiment prêté attention à cette situation. Une guerre oubliée aujourd'hui au Soudan? Oui, on peut le dire, et puis une guerre un peu négligée. Et puis à force de voir la terreur et l'horreur être commis quelque part, on finit par s'y habituer un peu. Parce que, comme il a dit, depuis les années 80, le Soudan est ravagé par une guerre civile. Ouais. Vous avez parlé un peu du bilan de Béchir, mais quand même son bilan n'est pas assez élogieux en matière de droits humains, tout ça. Peut-être par la répression et la terreur, il a pu tenir le navire pendant 30 ans, de 89 à 2019. Ouais. Mais rassurez-nous, la junte, parce que Karim a parlé de faire du Béchir sans Béchir. Oui. Bon, on espère que la junte n'est pas dans cette logique-là, quand même, de sévir pour avoir des solutions. C'est difficile, ces pays-là. On parle souvent de hommes forts et tout ça, mais pour moi, le véritable problème, c'est, comme je l'ai dit, c'est un problème structurel. C'est un pays d'organisation. Parce que un État, ça s'organise. Ouais. Et on ne peut pas l'inventer du jour au lendemain. Il faut des institutions, il faut s'organiser. Et dites-vous qu'il y a une centaine d'ethnies dans ce pays-là. Donc, c'est des questions complexes qui ne sont pas faciles à régler. On a parlé de cette médiation du khalife général de la Faïda Tidjaniya de Niassène au Sénégal. Pour moi, il faut peut-être privilégier maintenant cette diplomatie religieuse parce que peut-être on a la chance que le Soudan, c'est un pays musulman. Ouais. C'est quasiment une république islamique et tout ça. Maintenant, il faut continuer sur ça. Peut-être lui, il a engrangé, il a démarré. Pour moi, il faut. Il y avait déjà peut-être les premiers Somalis avec l'imam Diko aussi, qui était une figure de pro quand même de cette réconciliation. Donc il y avait déjà un peu une diplomatie religieuse aussi. Oui. Après, je suis d'accord avec vous, mon cher Barry, qu'il va peut-être falloir qu'on y aille un peu dans ce sens-là pour essayer d'obtenir des résultats probants. Mon cher Karim, le Soudan, c'est vrai qu'on l'a souligné, il y a cette libération des prisonniers politiques, mais beaucoup, en tout cas au niveau de la société civile, disent en fait que c'est purement et simplement une stratégie de la part de la junte au pouvoir pour avoir une très bonne image auprès des institutions. On est toujours dans le jeu de la stratégie là, mon cher Karim? Oui, mais il y a également un bémol par rapport en tout cas à cette stratégie des autorités de Khartoum. Il y a en fait les efforts menés actuellement par le mécanisme trilatéral, la mise en place par les Nations Unies, l'Union africaine et l'IGAD, l'instance intergouvernementale, disons la CEDEAO de cette région de la Corne de l'Afrique, l'IGAD, donc qui intervient dans un cadre de rapprochement des différentes, en tout cas, parties soudanaises pour amener donc les différentes parties à un dialogue inclusif. Et de ce point de vue-là, on peut sentir un certain frémissement. Même si encore les efforts restent encore à l'état, disons, latent. Il est évident que
le gouvernement de Khartoum cherche à gagner du temps, on l'a dit. Oui. Mais de l'autre côté également... Bah, ils ont déjà eu du temps, hein, quand même 3 ans quand même, c'est vrai. Mais bon, largement suffisant. À leur décharge, il y a eu aussi des phénomènes extérieurs qu'ils peuvent plus ou moins déplorer. On a parlé de la guerre en Éthiopie avec les conséquences au Soudan, avec les déplacements de population. On a parlé de la situation au Darfour. Et il y a également les facteurs exogènes. Le Soudan du Sud qui s'est départi. Voilà. Et sans oublier aussi la pandémie de Covid-19 qui est venue, tous ces autres problèmes et surtout la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine qui peuvent plus ou moins amener des contingences économiques. Mais pour revenir à la situation exacte du pays actuellement, je pense que le gouvernement soudanais a suffisamment, en tout cas, eu du temps pour, en tout cas, développer une certaine stratégie de réunification donc des différentes parties pour aller vers un dialogue inclusif, on l'a dit. Mais je pense que le mécanisme dont on a parlé, le mécanisme latéral, donc Union africaine, Nations unies et IGAD, peut jouer un peu à faire fléchir plus ou moins les militaires. Parce que quelque part, il y a des actions qui sont en train d'être faites. Certains actes, comme la libération de ces prisonniers, participent de cela. Parce que ça n'a pas été sans pression. La junte a dû être sûrement, disons, amenée jusqu'aux derniers retranchements. Économique, surtout économique. Oui, ils ont été rassurés en tout cas sur plein de choses avant d'être, on va dire, favorables à cette initiative, cette main tendue en tout cas par cette diplomatie religieuse. On parle de cette libération, c'est vrai, Karim l'a souligné également, mais la stabilité au Soudan, c'est pas pour maintenant, mon cher Barry. Malheureusement, c'est une observation pessimiste et malheureusement, je suis obligé de le constater. Et parlant de ça, il ne faut pas oublier la centaine de personnes exécutées durant ces 3 ans. On parle souvent de cette durée, tout ça, mais entre-temps, il y a eu combien de manifestants qui ont été réprimés dans le temps? Oui, mais il n'y a pas eu de reddition de compte. Libération des détenus et 2 jours après, les manifestations continuent, on continue à réprimer. Du coup, on se pose la question, est-ce qu'on l'a fait uniquement pour satisfaire cette diplomatie religieuse? Est-ce qu'on l'a fait parce que, voilà, comme je l'ai souligné, beaucoup parlent de stratégie de la part de la junte. Donc, on est en droit de se poser ces questions. Si aujourd'hui, elle décide, cette junte au pouvoir, d'aller dans ce sens-là, de libérer, d'appeler au dialogue, et derrière on est toujours en train de réprimer, on se pose des questions, mon cher Barry. Tout à fait. Et comme je l'ai dit, on a massacré une centaine de personnes. En fin 2021, il y a eu, selon le rapport, on a même jeté les corps dans le fleuve Nil, parce qu'il n'y avait plus de place pour les enterrer. La junte, avant cela, elle a essayé de dissimuler un peu les corps, mais c'était trop. Et jusqu'à présent, à ce jour, il n'y a pas eu d'enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Alors, c'était le détiraillement. Les gens manifestaient. On a commencé cette manifestation, il ne faut pas l'oublier, pour une question de ventre. C'était pour le pain et tout ça, parce que apparemment, ça représente un enjeu là-bas. Ce sont des pays où on consomme beaucoup cet aliment-là. Aujourd'hui, je me dis que c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. En 3 ans, comme vous l'avez dit, rien n'a bougé. Et malheureusement, comme je l'ai dit, il faut, pour moi, à mon avis, il faut préconiser une solution de partage de pouvoir, tout simplement. Mais vouloir contraindre cette junte... Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, cette junte, Karim, partage de pouvoir, on l'a souligné, c'est l'une des solutions. Cette junte est-elle disposée aujourd'hui à partager le pouvoir? Oui, mais en réalité, plus que de partage de pouvoir, c'est une inclusion de tous les acteurs, faire en sorte que tout le monde puisse participer à l'œuvre du développement national. Il n'est pas donné à la junte de définir, en tout cas, les modalités de participation donc à l'action donc de développer le pays. Je pense qu'ils doivent définir une feuille de route acceptable par tous, appeler les différents acteurs, en tout cas, à respecter surtout les termes de l'accord de Juba, parce qu'on semble l'oublier. Oui, parce qu'il y a beaucoup de violations de ces accords. Voilà, mais justement, c'est surtout les militaires qui doivent véritablement se regarder en face, parce qu'en réalité, les groupes armés qui se mènent un peu la guerre au niveau du Darfour, certains avaient décidé, en tout cas de manière consensuelle, de
se fondre dans l'armée nationale qui devait être constituée. Mais malheureusement, c'est parce que cet accord de Djouba n'a pas été respecté, les clauses n'ont pas été respectées, qu'il y a toujours cette situation de surplace. On ne bouge pas tellement. Et il appartient quand même à la junte, effectivement, de sortir de cet immobilisme-là pour, en tout cas, poser les véritables bases d'un départ vers une paix durable. Et malheureusement, les actes qu'il pose au quotidien ne rassurent pas. Ne rassurent pas. Oui. Si on sort, c'est vrai, cette libération d'otages qui est quand même un fait plus ou moins cosmétique, qui ne résout pas les problèmes. Amadou a parlé de centaines de morts et on ne peut pas également oublier le quotidien des populations. Oui, en fait, il faut passer par la case justice avant. Enfin, ça peut être l'une des solutions pour débloquer un petit peu cette situation, parce que beaucoup de Soudanais sont d'accord pour aller au dialogue, sont d'accord effectivement pour apporter du changement, mais la case justice, mon cher Barry, ça reste en tout cas un élément à prendre en compte. Oui, mais la justice, avant qu'il ait justice, il faut d'abord qu'il ait ces trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, il faut d'abord un exécutif fort. Mais à défaut de ça, on ne peut pas parler de justice. Parce que vouloir imposer aujourd'hui un jugement ou bien un procès alors que les exactions sont toujours en cours, c'est à la limite. Et en étant jugé parti, parce que certains membres de la junte sont impliqués justement dans des exactions commises au Darfour. Et ils ne sont pas on l'a dit, avec leur complicité avec certaines milices Djamchawit. Par conséquent, il faudrait véritablement une réappropriation par cette junte des valeurs qui doivent en tout cas guider leurs actes de tous les jours et regarder les autres acteurs, qu'ils soient politiques ou militaires, comme des partisans d'un dialogue inclusif qu'ils doivent mener ensemble et non pas, disons, de manière séparée. Évidemment, et ça c'est très attendu par les Soudanais, on va dire ce procès contre les crimes commis par ces membres au pouvoir. Karim, je reste avec toi. On a parlé de cette transition, c'est très attendu. On attend des élections dans ce pays, on les attend depuis 3 ans. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la communauté internationale a un petit peu délaissé. Barry a utilisé l'expression en parlant d'une guerre oubliée, d'un pays oublié, d'un conflit oublié. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut de la pression. La libération des détenus, c'est une bonne initiative. En tout cas, c'est un premier pas vers cette stabilité tant cherchée et recherchée au Soudan. Mais que faut-il faire concrètement en ce qui concerne la communauté internationale? La pression, on l'a dit, oui, mais quoi d'autre, mon cher Karim? Oui, mais vous savez, je pense que la communauté internationale également est dans une passe plus ou moins difficile par rapport au Soudan. Vous l'avez évoqué, les élections présidentielles, c'est dans exactement 13 mois. C'est en juillet 2023. Par conséquent, il y a tout un système électoral qui doit être mis en place. Il y a également, en tout cas, toute une nomenclature, pour ne pas dire une architecture qui doit être, disons, de fait, pour aller vers des élections inclusives où on pourra avoir pratiquement, en tout cas, tous les États au niveau du Tchad qui vont y participer. Mais le plus important, je pense, de mon point de vue pour la communauté internationale, c'est de ramener la confiance entre les différents acteurs. Déjà, c'est vrai, de rassurer la junte par rapport un peu, en tout cas, au desiderata de ce qui doit se faire, d'abord. Mais surtout, venir en aide aux populations qui en ont le plus besoin. Et malheureusement, Karim, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. On remercie Karim Abdou Diakhaté. Je rappelle que vous êtes journaliste, mais directeur des publications du magazine Le Panafricain. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Karim. Merci, Régis. On remercie également notre ami Amadou Barry, journaliste. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Je vous en prie. Et c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.